fois encore, merci d'avoir répondu présent à cette conférence de presse du gouvernement. Et justement, pour en parler, nous recevons M. Renis Fulgence Tangenou, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mme Hadizatou Rizine Koulibaly Souri, ministre de l'Économie, des Finances et du Développement, M. Sidi Ouedraogo, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale. Alors, comme d'habitude, nous entamons par écouter les membres du gouvernement dans leur déclaration liminaire et dans une seconde phase, nous aborderons les questions. Alors, sur ce, Monsieur le ministre de la Communication, s'il vous plaît, pour votre déclaration liminaire. Il y a 2 points qui nous amènent à vous rencontrer aujourd'hui dans cette conférence de presse du gouvernement. Vous savez que le chef de l'État, son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, il y a quasiment 2 mois de cela, a demandé à ce que nous ayons cette grande conférence sur les conditions de rémunération des agents publics de l'État. Et cette conférence-là devrait nous permettre de résoudre les questions qui se posaient à l'ensemble de notre fonction publique d'État sur les questions notamment de rémunération et autres avantages. Elle doit prendre en compte également tous les autres aspects. Quand on parle de rémunération, c'est également y compris tous les acteurs, gouvernement, responsables, y compris les travailleurs. Prendre également en compte tous les autres aspects qui grèvent aujourd'hui notre budget et qui font que nos frais de fonctionnement, notamment les questions de salaire, représentent une part trop importante de nos ressources propres, à même donc de financer notre développement et satisfaire les attentes des populations. Cette conférence-là va se tenir du 12 au 14 juin prochain et nous avons donc l'opportunité d'en parler avec 2 acteurs essentiels, à savoir donc le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale et également le ministre des Finances, de l'Économie et du Développement, qui sont les 2 acteurs essentiels de cette conférence-là. Il y a un autre point, effectivement, qui est d'ailleurs lié à cette conférence, c'est la situation aujourd'hui de crise à répétition que nous avons au niveau de différents secteurs ministériels, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de l'agriculture, au niveau de l'économie, des finances et du développement. Nous avons donc une recrudescence des mouvements de grève avec des sittings et autres formes de perturbation du travail observées. Sur ces questions-là, je pense que nous avons déjà fait l'économie de discussions en cours. Je voudrais juste préciser qu'il y a des discussions qui sont en cours. On rappelle, la plateforme de la coordination syndicale du ministère de l'Économie et des Finances est une coordination une plateforme en 7 points. Sur ces 7 points, 5 sont des points sur lesquels nous avons quasiment atteint des accords qui restent plus ou moins à être formalisés. Sur les 2 points délicats, un point est en cours de négociation et en cours de discussion avec l'UAS. Il reste un point qui est un élément sensible, c'est la question du statut sécurisant. Et nous avons, avec le ministre de la Fonction publique, avec le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement, sous la direction du Premier ministre, voulu que ce point-là soit mis dans le cadre de cette conférence qui va s'ouvrir du 12 au 14. Donc, le gouvernement a, durant toute cette période-là, engagé un processus de discussion qui parfois est délicat. Et nous devons donc rappeler et remercier les acteurs qui s'y sont prêtés et les appeler à continuer dans cette lancée de discussion. À aucun moment, il ne s'agit de mettre des acteurs en concurrence ou en compétition. Il s'agit surtout de garder à l'esprit que notre budget doit servir au développement commun et que les revendications salariales, puissent-elles être les plus justes possibles, doivent tenir compte aussi des réalités sur lesquelles nous travaillons. Le gouvernement n'arrête pas de demander le dialogue et nous sommes partis pour que ce dialogue-là puisse aboutir. Nous ne voulons pas d'opposition frontale, nous cherchons à sortir d'une crise qui pénalise tout le monde. Peut-être que les acteurs du public ont leur salaire en fin du mois, mais les acteurs du privé en pâtissent énormément. Et même dans le public, un certain nombre d'administrateurs ne peuvent plus fonctionner parce que
la question de la chaîne de dépenses au niveau de l'administration est si bien organisée que le MINEFID en est l'élément central. Donc il nous faut sortir de cette situation afin que notre pays continue de vivre et d'avancer. Et c'est pour ça donc que durant cette conférence, durant ce point de presse-là, nous sommes appelés à répondre à toutes vos questions en toute transparence et en toute honnêteté, mais nous tenons surtout à dire qu'il ne s'agit pas de créer un conflit inutile. Il nous faut sortir de la situation et accepter que sur les 7 points, si nous avons 5 points sur lesquels nous avons plus ou moins obtenu un accord, si nous avons un point qui est le check-off sur lequel nous discutons avec l'UAS pour finaliser, il reste une question qui peut être discutée par l'ensemble des citoyens, par l'ensemble des acteurs qui sont appelés à être au niveau de cette conférence sur les conditions de rémunération des agents publics de l'État. Voilà donc le propos introductif que je voulais tenir. Nous avons donc avec les deux ministres 30 minutes à bâton rompu pour répondre à vos questions sur 2 aspects. Un, sur bien sûr ces mouvements au niveau du secteur syndical, mais quel que soit le secteur, sans se focaliser bien sûr sur MINEFID ou les autres acteurs. Et puis nous avons également cette conférence qui nous tient à cœur, parce que c'est un élément qui lui permettra de ramener de l'équité, de la justice, mais également de la performance au niveau de notre administration. Voilà donc ce que je voulais dire en propos liminaire, et je vous remercie pour votre présence. La parole maintenant est à vous. Je suis Martin Cabas de la radio Watt FM. Et ma question est adressée à Madame le ministre en charge de l'économie et des finances. On sait que durant le week-end, le médiateur du FASO a rencontré un peu les 2 parties, aussi bien le ministère que la CSMF. J'aimerais bien savoir, parce que après les 2 rencontres, il n'y a pas eu quelque chose qui a filtré. J'aimerais bien savoir quels ont été les points de discussion et ce que vous avez pu, les points d'entente, si on peut un peu s'exprimer ainsi. Et puis deuxièmement, le ministre Damjournou vient d'annoncer que 5 points de revendication ont eu un accord, il reste à formaliser donc ces accords-là. Pourtant, de l'autre côté, il y a la CSMF toujours qui dit n'avoir pas en tout cas discuté, qui dit n'avoir pas en tout cas avoir eu des points d'accord avec le gouvernement, sur notamment ces 5 points-là que vous annoncez. Moi, j'aimerais bien donc savoir, est-ce que vous pouvez venir sur les détails pour qu'on puisse nous faire au moins une idée, parce que vous annoncez 5 points d'accord, la CSMF annonce donc aucun point d'accord, et finalement on ne sait pas où on se situe. Merci, moi c'est Hervé Kaboré de Radio Burkina. Ma question s'adresse à Madame le ministre de l'économie. Et quand vos agents demandent un statut sécurisant, je voudrais savoir concrètement qu'est-ce que ça sous-entend, parce que l'expression paraît complexe pour nous. Ce n'est pas exactement les syndicats demandent au gouvernement qu'il peut être réalisé. Ma question s'adresse donc à M. le ministre de la fonction publique. Il est question maintenant des rémunérations des salaires avec la conférence donc annoncée. Est-ce que la question des droits acquis par les syndicats va être justement convoquée sur la table de cette conférence? Et pour aborder donc la grève des syndicats au niveau du MINEFID avec Madame le ministre, on parle donc des 5 points d'accords qui ont été qui ont vu plus ou moins des accords. Pourtant, on parle également de rencontres sans procès verbal. Alors, sur quelle base on peut donc s'accorder aujourd'hui pour dire qu'il y a eu déjà des accords avec les syndicats des finances? Et ensuite, il y a eu donc les syndicats qui dénoncent de votre part et de la part du gouvernement un silence et un manque de contact depuis le 18 mai. Qu'est-ce qui a été fait concrètement en termes de négociations? Où en est-on? Pour terminer, il y a le format de cette conférence de presse du gouvernement, Monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement. D'abord, à votre arrivée au ministère de la Communication, bien que vous estimiez à l'époque qu'on n'a pas besoin d'un ministère de la Communication au Burkina, on a vu que ce format n'existait plus. Il y avait la rencontre donc à l'issue du Conseil des ministres. Ensuite, il y a eu ce format après le Conseil des ministres. Maintenant, on a le même jour que la sortie médiatique de l'opposition. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une politique claire par rapport à la conférence de presse du gouvernement, autre que celle dictée par l'opposition? Moi, je suis Kowé Jean-Marie des éditions Sivoya. J'ai principalement 3 préoccupations. La première fois sur la conférence du 12 au 14, est-ce que, monsieur le ministre de la Communication, vous pouvez nous assurer que toutes les parties prenantes seront de la partie, notamment le côté syndical surtout?
Merci. La deuxième question est par rapport à la grève des agents du MINEFID. Il a été question de sanctions. À quel niveau en êtes-vous? La troisième, c'est par rapport à la grève des agents de l'agriculture. Est-ce qu'il y a des discussions et à quel niveau en êtes-vous? Moi, je suis Issa Sigiré, journaliste aux éditions Le Pays. Ma question est adressée à Madame le ministre de l'Économie et des Finances. Alors, les syndicats parlent aujourd'hui de privatisation des finances. Alors, quelles sont les réformes que vous avez engagées qui amènent ces derniers à les qualifier de privatisation du ministère? Donc, je vais essayer d'apporter des éléments de réponse aux questions qui me sont destinées. Et puis, quelquefois, peut-être qu'il me sera donné de faire un glissement vers des questions qui sont adressées à ma collègue du ministère de l'Économie et des Finances. Je crois que les questions me concernant portent principalement sur la tenue de la conférence. Je voudrais commencer par répondre à M. Toé Jean-Marie relativement à sa première question sur la participation de toutes les parties prenantes. Je reprends ces propos, de toutes les parties prenantes, notamment les partenaires sociaux à la conférence. Je voudrais rappeler que la conférence qui se tiendra du 12 au 14 n'est qu'une étape du processus de réforme de notre système de rémunération. C'est une autre étape, puisque vous savez que le processus, on peut dire qu'il commence avec l'annonce faite par le chef de l'État d'inviter le gouvernement à organiser avec les forces vives de la nation une série d'activités pour réformer notre système de rémunération. Donc la conférence, ce n'est qu'une autre étape après le lancement qui a eu lieu le 28 février. Après aussi la phase qui a été donnée aux parties prenantes de faire un diagnostic complémentaire au diagnostic qui a été proposé par le gouvernement et de proposer des solutions. Je peux vous rassurer que au niveau de l'UAS, puisqu'il y a eu des rencontres avec 5 des 6 centrales syndicales, parce qu'il y a 6 centrales, les 6 ont été invités, mais il y a 5 centrales qui ont répondu à notre demande d'échange autour des modalités d'organisation de la conférence. Et donc, pour celles des parties prenantes du côté de l'IAS qui ont répondu à notre convocation, il a bien eu un document qui a été remis sur le diagnostic, sur ce qui est considéré comme le diagnostic complémentaire de la situation des traitements indiciaires, indemnitaires et des avantages en nature. Il y a eu également des propositions qui ont été faites par cette partie de l'UAS qui a cru bon de participer à la conférence. Je veux vous rassurer aussi que des syndicats qui ne sont affiliés à aucune centrale syndicale, dans des syndicats autonomes, soit par regroupement ou de façon individuelle, ont donné des contributions. Donc, moi, je peux vous rassurer qu'il y a de nombreux syndicats qui se sentent concernés par cette conférence-là. Est-ce qu'il y a des discussions au ministère de l'Agriculture? En tant que ministre de la fonction publique, je peux vous dire que j'ai eu ampliation de la correspondance qui a été adressée par le ministère de l'Agriculture, annonçant, je crois, la tenue de discussions avec la partie syndicale au niveau du ministère de l'Agriculture. Je veux préciser, et ça vaut pour l'approche que le gouvernement a retenue en termes de dialogue avec tous les partenaires sociaux, c'est de dire que pour toutes les revendications ou tous les points des plateformes qui concernent les rémunérations, c'est-à-dire dans sa part indiciaire, indemnitaire ou les avantages en nature, sont des préoccupations qui sont reversées à la conférence. Donc, dans les ministères où les points des plateformes ne concernent que ces questions, il est bien entendu que les ministres invitent les parties concernées à prendre part à la conférence pour mieux expliquer leurs prétentions et puis certainement à trouver les arguments pour défendre ces prétentions-là. Donc, de façon générale, pour tous les ministères qui sont concernés par les plateformes, il y a une approche qui tend à distinguer
ce qui est les points qui relèvent de la conférence, de ceux qui n'en relèvent pas. Pour les points qui ne relèvent pas de la conférence, bien entendu, chacun des ministres engage des discussions autour de ces points-là. Monsieur Hyacinthe, ça nous pose la question des droits acquis. Est-ce que cette question, ce que j'ai relevé, est-ce que cette question va être abordée? Je crois qu'il y a deux niveaux de réponse qu'il faut distinguer dans cette question. Les deux niveaux de réponse tiennent pour l'un à la dimension juridique de votre question et puis pour l'autre à la dimension, je dirais, politique de la question. Pour ce qui est de la dimension juridique de la question, du droit acquis, je crois que, sauf peut-être évolution récente, je crois, du droit administratif sur cette question, le principe général en droit administratif, c'est qu'un agent public ne peut pas se prévaloir du maintien de ses droits acquis. Ça, c'est un principe général qui est bien connu des juristes. Et c'est la preuve que les salaires font l'objet de révisions régulièrement et que, quelquefois, quand il y a des contraintes, les gouvernants sont obligés à tenir compte des réalités socio-économiques pour procéder à des réajustements de certains avantages qui étaient alloués à des travailleurs. Sur la dimension politique, je crois que toute mesure qui est prise, qu'elle soit réglementaire ou même dans l'élaboration des politiques gouvernementales, l'État est obligé de tenir compte d'un impératif, c'est l'impératif de sécurité juridique. Donc, il tient compte de la situation des agents publics quand il va décider. Donc, c'est pourquoi vous allez voir que pour ne pas dégrader le climat social, très peu ou très rarement, le gouvernement se lance vers des mesures qui nécessitent la dégradation des conditions des travailleurs. Mais maintenant, il s'agit, entre la nécessité d'assurer la sécurité des individus, des agents publics donc, mais aussi la nécessité d'assurer la survie de l'État, puisque l'État, il est là aussi pour assurer, je dirais, apporter des réponses aux besoins sociaux des citoyens. C'est pourquoi l'État vise toujours la recherche d'un compromis, d'une négociation qui soit, je dirais, consensuelle lorsqu'il est amené à prendre des dispositions. Je voudrais répondre à la question relative à l'inexistence de procès verbal matérialisant les points d'avancée des discussions avec la coordination des syndicats du ministère de l'économie et des finances. Je crois, sans risque de tromper les propos qu'il a lui-même développés tout à l'heure, que le ministre de la Communication a dit qu'il y avait des négociations qui étaient en cours et que ces négociations ont permis en tout cas de trouver un avancement, donc d'avancer sur 5 points. Donc, pour répondre clairement à la question, il n'y a pas d'acte qui matérialise, je dirais, un accord entre la coordination des syndicats et le ministère et le gouvernement. Donc, formellement, il n'y a pas d'accord. Mais ce qu'on peut vous dire, il y a eu 7 points au niveau de la plateforme. Le premier point, il a concerné la retenue à la source des cotisations syndicales sur le fonds commun. Parce que quand je dis ça, c'est plus facile pour que tout le monde comprenne. Ce qui est appelé check-off, c'est que le gouvernement procède à la retenue des cotisations syndicales sur le fonds commun et à les reverser au syndicat du Minefid. Je crois que sur cette question, le gouvernement dit qu'il y a une négociation avec l'UAS pour alléger le mécanisme de prélèvement des retenues sur les salaires des agents publics. Parce que le prélèvement des retenues a été institué par un décret de 2012. Mais ce décret, les partenaires sociaux ont estimé que le mécanisme qui était prévu par le décret était assez lourd. Et donc, comme le mécanisme est assez lourd, il était difficile pour les partenaires sociaux de pouvoir obtenir la cession volontaire des salaires. Et donc, ils ont souhaité que le mécanisme soit allégé. Une commission composée des agents du ministère de la fonction publique et du ministère de l'économie et des finances a été mise en place pour alléger le schéma du kick-off. Et c'est ce schéma simplifié qui a été donné
à l'UAS. Donc, substantiellement, qu'est-ce que le schéma dit? Il y a juste une fiche. L'agent public remplit la fiche, il la signe et il indique le montant qu'il souhaite faire prélever. Et cette fiche est co-signée par son responsable syndical. Les responsables syndicaux vont établir une liste de leurs syndiqués qui ont rempli les fiches et les déposer à l'administration pour procéder aux retenues sur les salaires. Bien entendu, l'exercice doit être renouvelé pour les nouveaux adhérents. C'est-à-dire, chaque début d'année, s'il y a de nouveaux agents publics ou il y a des anciens qui souhaitent remplir de nouvelles fiches, il appartiendra au syndicat de remplir la nouvelle fiche et d'envoyer au niveau du ministère concerné pour les prélèvements. Donc, il y a un échange qui s'est fait avec l'UAS qui est suffisamment avancé et le gouvernement dit que pour la fiche simplifiée, il faut que tous les syndicats s'inscrivent dans cette dynamique de la cession volontaire des revenus. Parce que pour ce qui est de la cession des revenus, le gouvernement estime que la cession, c'est disons le prélèvement autoritaire, le prélèvement d'office doit être prévu par un test législatif ou un test réglementaire. Et comme il s'agit des revenus des salaires, c'est la loi qui prévoit, c'est pour l'hypothèse de l'UITS qui est prélevé d'office parce que c'est prévu par la loi, c'est le cas de la cotisation pour les pensions des salaires qui sont prévus. Pour tous les autres cas qui ne sont pas prévus par la loi, il faut que l'individu accepte lui-même de céder volontairement son salaire. Le deuxième point de la plateforme concernait le bâtiment R+4. Donc, sur ce point, le gouvernement est disposé. En tout cas, des instructions ont été données à la DAF du ministère des Finances pour que les aménagements soient faits le plus rapidement possible pour mettre le bâtiment à la disposition des agents du ministère des Finances. Le troisième point, c'est une histoire de carburant. Une histoire de carburant qui résulte d'un arrêté qui avait été signé parce que le gouvernement avait pris la disposition de rationaliser, donc rationalisation du train de vie de l'État obligeant, rationaliser de façon globale dans tous les ministères l'attribution des carburants. Et comme il se trouve une difficulté à appliquer cet arrêté, le gouvernement a donné des instructions pour que l'arrêté soit suspendu et qu'un autre arrêté soit adopté, mais en concertation avec tous les partenaires du ministère. Le quatrième point, c'est celui qui concerne les réformes engagées au niveau du ministère des Finances, mais de façon globale au niveau de tous les ministères. Le gouvernement rappelle que pour toutes les politiques qui vont être menées en termes de politique publique ou en termes de réformes institutionnelles ou normatives, le gouvernement dit que l'approche reste participative. Donc la consultation des partenaires sociaux, mais y compris des acteurs de la société civile, parce que c'est devenu une pratique dans notre pays, est devenue une constante à laquelle le gouvernement ne peut déroger. Donc, sur ce point, sur les réformes, le gouvernement réaffirme la volonté ou bien, en tout cas, son engagement à requérir l'avis de toutes les parties prenantes dans le processus de fabrication, je dirais, de ces politiques publiques. Le cinquième point, lui, il concerne la situation, la fin du contrat à Cotecna. Pour ce qui concerne le Cotecna, le gouvernement, note qu'à ce jour, il a notifié la fin du contrat. Mais le gouvernement note aussi qu'il y a eu un mécanisme interne au niveau de la direction de la douane qui est en place pour permettre un transfert de technologie. Puisque vous savez que l'entreprise privée qui a géré pendant longtemps cette question est dépositaire quand même de technologie. Et il faut prendre les prédispositions pour que ce transfert de technologie-là se fasse, je dirais, de la meilleure des façons. Donc, 2 mois avant la fin du contrat, je crois que le processus de transfert de cette technologie-là doit se mettre en œuvre. Donc, sur cette question du Cotecna, la notification de la fin du terme du contrat a été déjà envoyée à l'investisseur privé. Pour ce qui concerne CCBA, l'évaluation, je dirais, des importations, le gouvernement a dit qu'il s'engage à faire une évaluation à laquelle sera associés les partenaires sociaux pour voir, en tout cas faire une sorte de bilan en termes d'avantages et d'inconvénients de ce mécanisme de la privatisation de ces segments de l'évaluation.
Et donc, c'est à l'issue seulement de cette évaluation qui se voudra participative que le gouvernement se prononcera sur l'idée de mettre fin ou non à la convention qui le lie avec CCVA. Et puis, sur le dernier point qui concerne le statut sécurisant, le gouvernement note que le statut sécurisant, le statut est fait de 2 éléments. Un statut est fait d'un ensemble de droits et de règles applicables à la situation juridique des agents publics. Donc, c'était d'abord un ensemble de droits et d'obligations. Et puis, il y a un deuxième élément dans le statut, c'est concernant ce qui est avantage en termes de rémunération, indemnitaire, indiciaire et avantage en nature. Sur le premier point du statut, en termes de droits et d'obligations, le gouvernement rappelle que dans la mise en œuvre de la loi 081, qui a elle-même repris un principe qui avait été consacré par la loi 013, tous les corps de la fonction publique auront un statut particulier, en tout cas pour ceux qui sont régis par la loi 081. Ils auront un statut particulier, et je précise, le statut particulier dans sa dimension droits et obligations spécifiques, puisque chaque corps est spécifique, mais la spécificité de chaque corps ne fait pas son originalité. Donc, en dehors des mesures communes qui sont dans la loi 081, il y aura des mesures particulières en termes de droits et d'obligations. Et pour ça, le ministre de la fonction publique que je suis, j'ai signé une correspondance adressée à tous les ministères pour me faire parvenir les statuts particuliers de tous leurs emplois. Je crois qu'à ce jour, on note 4 ministères qui ont déjà réagi. Les autres sont en train d'élaborer le statut particulier qui traite des droits et des obligations de chaque emploi. Maintenant, la partie relative aux avantages, rémunération, indemnité, indiciaire, avantages, le gouvernement dit pour cette question, suivant l'injonction faite par le chef de l'État en décembre, il n'aura plus d'approche sectorielle sur cette question. Il faut qu'on aille vers une approche globale qui vise à rechercher l'équité, la justice, mais la cohésion de notre fonction publique. Parce que vous avez pu le constater, dans le diagnostic qui a été établi, on a une fonction publique qui s'est désarticulée à partir de 2009. Donc 2009, 2012, 2014, 2016, 2017 sont ces grandes dates qui ont vu prendre des actes réglementaires qui ont bousculé l'architecture de notre système de rémunération. Au point que nous sommes dans un système indiciaire qui n'est pas, je dirais, équitable, en tout cas qui n'est pas bâti autour d'un principe de cohésion précis. Et nous avons un système indemnitaire, même quand on a voulu, dans le cadre de la réforme du système de rémunération en 2014, avoir un système indemnitaire qui tourne autour de 4 éléments, on s'est rendu compte que même là, la démarche de 2014 n'a pas apporté de solution parce que nous sommes dans un régime indemnitaire des plus complexes. Donc, on retrouve des corps où les indemnités dépassent les salaires, peut-être de 150%. Donc, il y a un vrai principe de cohérence à trouver. Maintenant, qu'est-ce qui va être je dirais, le principe qui va nous permettre d'avoir une cohésion? Est-ce que ça va être le principe du moyen d'accès à la fonction publique, c'est-à-dire le diplôme? Est-ce que ça va être la qualification? Est-ce que ça va être aussi le niveau ou le type de mission qui soit réservé à l'agent public? Ça, ce sont des problématiques qui sont assez, je dirais, complexes et difficiles à résoudre au point que l'approche qu'on a eue jusqu'à maintenant, qui a montré ses limites lorsqu'on a voulu régler de façon sectorielle ces questions, on a constaté les dégâts que ça fait sur notre masse salariale. Parce que si vous constatez, vous remontez déjà à partir de 2012 jusqu'à maintenant, vous voyez que notre masse salariale a presque doublé. On est passé à peu près de 320 milliards en 2012 à presque plus de 600, et même ça avoisine presque les 700 en 2017. Donc vous voyez que c'est cette approche sectorielle qui ne nous a pas permis d'avoir une maîtrise d'ensemble de la chose. Et qui plus est, cette approche sectorielle ne fait que créer des frustrations parce qu'il y a des corps qui ne se retrouvent plus
dans cette façon de régler les problèmes. C'est pourquoi nous disons que pour cette deuxième partie, il est même indiqué pour la sauvegarde de l'unité nationale, pour la recherche d'une cohésion, pour la préservation de la paix, que les Burkinabés, au-delà de leur spécificité, que chaque corps comprenne qu'on est dans un tout et c'est de façon globale qu'il faut rechercher la solution. Je voudrais d'abord rappeler, avant de réagir, de répondre aux questions directement, rappeler que le dialogue a toujours existé entre les syndicats du ministère et le ministre et la direction du ministère de façon générale. J'ai quelques dates ici. Et il y a eu des séries de rencontres qui se sont tenues les 28, les 29 et 30 mars 2018, puis le 24 avril 2018 et le 18 mai dernier au ministère de la fonction publique et bien sûr et qu'il y a des représentants du MINEFID qui participent à ce dialogue-là. Je voudrais ici rappeler que le principe que le gouvernement applique dans le cadre du dialogue, c'est la question de la responsabilité réciproque. Il faut que chacun assume ses responsabilités, qu'il y ait de l'écoute, qu'il y ait de l'équité, que nous tenions compte de la soutenabilité des engagements que nous allons prendre, mais aussi qu'on ne fasse pas de démagogie. Et vous avez vu le point que le ministre de la fonction publique a eu à faire. Les statistiques sont assez révélatrices. Lorsque 50% de vos recettes fiscales sont utilisées seulement pour payer les salaires, vous pouvez vous poser des questions. Donc, je crois que c'est ça la question de fond. Il a répondu sur les différentes questions qui faisaient l'objet de discussions avec la coordination syndicale du ministère. Mais je voulais revenir peut-être sur 2 ou 3 petits points d'ajout, tout simplement, pour ne pas être long. La question du bâtiment R+4, pour ceux qui ne le savent pas, ce bâtiment avait été jugé inutilisable et pas conforme par le syndicat du ministère. Et nous avons demandé au service du ministère de l'Habitat, la direction générale qui s'occupe du contrôle de la qualité des bâtiments, et ils ont sondé le bâtiment, ils ont dit que le bâtiment était bon. Et lorsque moi-même j'ai présidé la réunion avec le syndicat et que je leur ai dit de l'avis des experts que le laboratoire national donc, du bâtiment et des travaux publics a considéré que le bâtiment était solide, qu'il pouvait abriter donc le personnel, ils ont dit non, qu'ils ne se sentent pas et qu'ils ne sont pas liés au rapport du laboratoire national. Nous avons dit qu'à cela ne tienne. Si c'est parce que psychologiquement, ils ont peur que le bâtiment ne s'écroule, quand bien même nous avons eu des avis d'experts, qu'à cela ne tienne, nous allons les reloger ailleurs et donc remettre le bâtiment en état. Nous étions dans cette dynamique lorsque le ministère de l'Éducation, qui cherchait de l'espace de travail, et suite justement à ce rapport rendu par le laboratoire national, le ministère de l'Éducation a demandé si nous pouvions mettre le bâtiment à sa disposition. Et notre réponse était oui, puisque c'était un bâtiment qui était inoccupé. Et c'est après que le syndicat s'est ravisé pour dire que finalement, le bâtiment qu'ils avaient refusé, qu'ils veulent intégrer ce même bâtiment. Nous avons dit, ce n'est pas grave, puisque le gouvernement a dit qu'il faut jouer à l'apaisement. Nous sommes prêts à remettre le bâtiment en état d'ici la fin de l'année, puisque nous n'avions pas budgétisé par ailleurs la réhabilitation. Et en ce moment, vous allez l'occuper. Je voulais aussi pour le dossier de Cotecna, il se trouve effectivement que la douane s'était associée les services d'un privé, Cotecna, pour ce qui concerne un certain nombre de services externalisés. C'est le suivi, par exemple, des véhicules, le suivi satellitaire des véhicules, le tracking pour s'assurer que les véhicules ne disparaissent pas en chemin, l'évaluation, bien sûr, des valeurs déclarées en douane, etc. Et ce travail se faisait, mais concomitamment, nous avions convenu d'un plan de désengagement, qu'il y ait en fait un transfert de compétences de Cotecna en direction de la douane, parce que quand même, c'est les responsabilités de la douane. Et ce faisant, dans le contrat qui avait été signé avec Cotecna, l'échéance était août 2018. 3 mois de préavis, donc c'était le mois de mai que le préavis devait être notifié et il l'a été.
Le préavis a été notifié, donc nous considérons que finalement, ça, ce n'est pas un point qui pose problème, puisque le gouvernement avait déjà anticipé, c'était dans le contrat que nous avons respecté. Pour CCVA, en fait, c'est un cas très intéressant, parce que CCVA a la capacité de faire l'évaluation de la valeur, en fait, des véhicules automobiles. Donc, nous avons demandé à CCVA de faire cette évaluation, parce que l'intérêt pour la douane, c'est quoi? C'est d'avoir la vraie valeur et de taxer. Donc, Cotecna fait le travail avec les équipements qu'il a. Il nous dit, voilà la valeur, et maintenant la douane récupère. Nous n'avons pas vu de preuve. Nous avons dit qu'à cela ne tienne. Attendez que ce contrat-là puisse être un peu déroulé. Et lorsque nous allons le dérouler, à un moment donné, naturellement, nous allons faire une évaluation. Évaluation qui sera bien sûr participative, pour que les syndicats voient effectivement si c'était une bonne décision, on pourrait la continuer, mais si elle n'est pas bonne, on va l'arrêter. Donc voilà un peu, j'ai voulu donner quand même quelques exemples tout simplement parce que le ministre de la fonction publique avait déjà élaboré sur un certain nombre de points. C'est vrai qu'il y a eu l'intervention du médiateur. Je voudrais vraiment remercier le médiateur pour l'initiative prise, parce que lorsqu'il y a un conflit ou un manque de compréhension entre les acteurs dans la cité, le médiateur a un rôle de rapprocher les différentes positions. Elle a reçu la coordination des syndicats du ministère, et elle nous a reçus aussi, elle a entendu les partis, donc nous attendons d'elle de voir effectivement la suite. Donc il ne s'agit pas pour moi de donner le contenu des discussions que nous avons eues, sauf que confirmer que nous avons donné les arguments dont certains ont été présentés tout à l'heure, justifiant la position du gouvernement. Donc nous attendons de voir effectivement la poursuite de cette médiation. On espère qu'elle pourra aboutir. Maintenant, il y a un certain nombre de questions qui ont été aussi posées par rapport, en réalité, bon, on a dit les réformes au ministère, on a parlé de privatisation. Je crois que c'est des mots que nous utilisons, mais le rapport est là. J'ai un gros rapport qui a été présenté et préparé. Le ministère devait élaborer son plan stratégique. Dans la préparation du plan stratégique, nous avons pensé que la meilleure manière, c'était d'abord de mettre en face ce qui est dans les missions du ministère, qu'est-ce qui est attendu du ministère par rapport à notre lettre de mission, faire le diagnostic institutionnel et fonctionnel, organisationnel des structures qui portent effectivement ces différents objectifs-là, essayer de voir là où il y a des gaps de capacité, là où il y a des besoins de réorganisation, etc., pour prendre les meilleures décisions. C'est comme ça qu'on fait, et donc un diagnostic a été posé. Le rapport est là, je pense qu'on pourrait le partager, puisque c'est un document du ministère, il n'est pas caché. Et dans le diagnostic qui a été rendu, il y a un certain nombre de fonctions qui n'étaient pas bien assurées, parce que tout simplement, soit c'est l'organisation qui n'était pas bonne, soit que les ressources humaines qu'on avait alignées n'avaient pas les capacités, soit que même les moyens que nous utilisions pour mesurer les performances de ces structures-là n'étaient pas forcément les bons. Donc, ce rapport diagnostic, c'est sur cette base que le plan stratégique a proposé un certain nombre de réformes. Et vous avez vu, par exemple, vous avez vu tout ce qui concerne la dématérialisation d'un certain nombre d'actes au niveau du ministère, cela en cours. On a parlé de télédéclaration et de télépaiement des impôts. Ça fait partie des réformes qui se retrouvent d'ailleurs dans le plan stratégique des différentes structures du ministère. Et c'est ainsi qu'on s'est rendu compte que certaines fonctions essentielles nécessitaient un travail. Je vous donne un exemple. En termes, par exemple, de suivi des ressources mobilisées, etc., une partie était assumée au niveau de la DGCOP. Lorsque ça engendre des prêts, c'est au niveau de la Direction générale du Trésor. C'est important que nous essayions de voir comment nous pouvons avoir un seul point d'entrée qui évite aux partenaires, en réalité, d'être perdus et à nous-mêmes d'appeler plusieurs structures pour le faire. Vous avez vu au niveau, par exemple, du budget programme aussi, que nous sommes arrivés à désigner des responsables de programme. Ici, par exemple, dans mon ministère, j'ai une personne, un conseiller technique qui est chargé de la mobilisation de ressources. Nous n'avons pas, en fait, à l'heure actuelle, nous n'avons pas la possibilité, au jour J, que le ministre que je suis
puisse vous dire, voilà ce qui est rentré dans les caisses de l'État. Pourquoi ? Parce que nous avons des services qui sont cloisonnés, mais qui contribuent au même objectif, qui doivent contribuer à atteindre le même résultat. Est-ce qu'il ne faut pas mettre de la cohérence dans cela? On nous a dit, malheureusement, tout le monde a ramené cela seulement au niveau de la DGI, mais ce n'est pas seulement au niveau de la DGI. Au niveau des contrôles financiers, ça c'est le budget programme qui nous le dicte. Au niveau de la fonction de comptabilité, de comptable matière qui n'existe pas, nous sommes en train de mettre cela en place pour que la direction générale ne soit pas seulement la direction générale du Trésor, mais c'est aussi de la comptabilité publique. Donc tous les éléments qui doivent rentrer dans la comptabilité, y compris les matières, les bâtiments, etc., que cela puisse être assumé. Voilà un peu la question. Les réflexions prospectives. Une direction générale qui s'occupe des études et projets ne doit pas seulement dans un ministère du développement se confiner à suivre l'exécution et les taux d'exécution des projets. Il faut des réflexions stratégiques. J'ai eu à mettre en place un bureau d'analyse économique stratégique. Je dis, bon, il faudrait donc qu'on essaie de voir quelle est la structure qui va porter cela. Ne pas attendre qu'on veuille mener des réflexions stratégiques prospectives à l'horizon 2025, des choses comme ça, pour maintenant mettre une équipe à part, qui n'est pas, alors que ça fait partie des fonctions normales d'un ministère en charge du développement. Voilà un certain nombre de réformes. Et le consultant qui a fait le travail a fait une proposition, je dis bien une proposition, et d'ailleurs près de 500 acteurs, personnes, ressources ont été consultées, le ministre le disait tantôt, la société civile, bien sûr les syndicats, mais une question est de dire que peut-être on n'a pas tellement compris la démarche. Une autre question est de dire que peut-être qu'on a besoin d'un peu plus de temps pour se l'approprier, mais lorsque vous êtes responsable d'un département ministériel, lorsqu'on vous confie une responsabilité, on vous dit, voilà ce qu'on attend de vous, vous devrez quand même avoir la possibilité de dire, voilà les chemins possibles que je peux emprunter, et de mon point de vue, voilà le meilleur chemin à emprunter. Et c'est pour cela qu'on a dit simplement, ça c'est le rapport du consultant qui l'a dit, qu'il y a de bonnes pratiques ailleurs qui pourraient servir d'inspiration pour le Burkina Faso. Bon, certains disent de ne pas citer le Togo. Malheureusement, je dois citer le Togo. Dans les pays de l'UEMOA, savez-vous que c'est le seul pays de l'UEMOA qui a atteint le taux de pression fiscale de 20%? C'est le seul pays de l'UEMOA et les chiffres sont là. Et même récemment, au niveau de la commission de l'UEMOA, les réflexions encore se disent. Pour dire mais comment? Comment au niveau de vos pays? Lorsque vous vous rendez compte d'ailleurs que l'aide publique au développement a actuellement une tendance baissière, lorsque chacun dit faisons des efforts nous-mêmes à l'interne et qu'on ne prenne pas les bons exemples. On a dit que le Rwanda l'a fait, on a dit que le Gabon l'a fait maintenant, le Gabon aussi l'a fait maintenant, et le Togo l'a déjà fait. Et lorsqu'on dit que les statistiques du Togo sont mauvaises, mais que les gens lisent au moins les rapports. En tant qu'économiste, il faut qu'on ait une honnêteté intellectuelle pour reconnaître ce que les chiffres disent et leur faire dire ce qu'ils disent. Parce que malheureusement, le Togo, quand bien même vous suivez l'actualité, que c'est un pays quand même qui est en crise sociale, pour ne pas dire politique, mais le taux de pression fiscale est le meilleur dans la zone UEMOA. Je vais vous donner les chiffres. Et comme ça, la presse, vous allez avoir les informations pour relayer la bonne information. Donc, c'est une proposition qui est là, disant que si on veut juste prendre cet exemple qui a été affiché, qu'en réalité, c'est pouvoir donner l'agilité à la Direction générale des impôts pour qu'elle assume son rôle. Actuellement, c'est une direction centrale, comme toute autre direction centrale, qui doit suivre les procédures. C'est assez long, ça passe chez le etc. On a dit que ça va donner une certaine agilité. Ça va permettre d'avoir une grille de salaire des EPE ou d'autres structures, par exemple, d'avoir une certaine autonomie de gestion qui leur permet d'avancer. Et très important, d'avoir la liberté de travailler sans référer tous les jours au ministre. On dit que le gouvernement, certaines fois, ne veut pas qu'on impose certains contributeurs, certains contribuables, parce qu'ils sont protégés. Nous avons dit, mais Dieu merci. Si c'est ça la préoccupation, il y aura un conseil d'administration, il y aura une direction générale et les structures qui seront en place, qui vont donc répondre parce qu'ils auront des obligations de résultats.
est-ce que cela s'appelle privatisation du ministère? Nous sommes en train de dire que chacun assume le rôle qui est le sien et qu'il puisse faire ce que les autres font mieux. Donc c'est ça la réflexion. Et nous avons dit qu'il ne faut pas avoir des positions dogmatiques. Je viens, avant de rejoindre la conférence de presse, nous étions à une cérémonie du Compact MCC et pour le financement des Américains au secteur de l'énergie. Et le représentant de l'ambassade l'a dit de façon claire, que c'est la contribution du contribuable américain. Que ce sont les Américains, il ne l'a pas dit comme ça, il a dit en tout cas c'est les contribuables américains, mais notre compréhension, l'État ne crée pas comme ça l'argent dans le vide. C'est-à-dire qu'ils ont prélevé chez des Américains qui ont payé des taxes et des impôts, et c'est sur ça qu'ils viennent nous aider. Donc c'est ce que nous avons dit. Tant que nous n'améliorons pas les performances de nos structures chargées de la mobilisation de ressources, nous n'allons pas y arriver. Et c'est pour cela que, par exemple, juste pour parler de réforme, parce que c'est un terme, mais j'ai comme l'impression quand même que c'est un terme et un mot qu'on doit utiliser de plus en plus. On s'est rendu compte, par exemple, que le rendement au niveau de l'impôt sur le bâti et le non-bâti, les propriétés, mais cet impôt est très faible. Mais chaque jour que Dieu fait, on voit quand même qu'au Burkina, quand nous on a un peu d'argent, chacun cherche à sécuriser une parcelle, à construire une petite maison, ce qui est bien, ce qui est sage. Mais pour qu'on puisse le faire, il faut quand même qu'on puisse avoir quelques moyens. Et si on le fait, que l'État aussi dise par rapport au texte, donner une petite contribution pour qu'on donne de l'eau aux populations. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne vais pas citer Thomas Sankara, mais quelqu'un m'a... En fait, je lisais un peu, mais lui l'avait dit que nous avons le choix de donner du champagne à quelques-uns ou de donner de l'eau potable à tout le monde. C'est une question hautement politique. C'est un choix qu'il faut faire. Un choix de gouvernance, un choix de société, et c'est ce que le gouvernement est en train de faire. J'aimerais bien donc que cela puisse être bien compris et que nous ne sommes pas là pour remettre en cause des avantages, encore qu'il n'y a aucun avantage acquis pour toujours. Un pays voisin a réduit les salaires de moitié, et pas parce qu'il ne voulait pas, parce qu'il ne savait pas comment les payer, tout simplement. Nous avons dit, voilà ce que nous montrent les chiffres. Si nous voulons avancer, il faudrait que nous fassions ci et ça. La première, c'est celle de mon jeune frère Hyacinthe, qui demandait si nous avions le format de cette conférence-là par rapport à point de presse du CEFOP. Je voudrais rappeler à Hyacinthe que nous avons, en sortie du Conseil des ministres, un point. Et qu'après ce point, tous les 15 jours, et ça fait quand même 2 ans et demi qu'on le fait, nous avons un point de presse du gouvernement. Donc l'approche qu'il annonce n'est pas véritablement juste. Si vous regardez un peu ce qui a été couvert par Omega, vous verrez qu'il y a le point de presse à la sortie du gouvernement, du Conseil des ministres, et ensuite tous les 15 jours, on essaie de faire un point de presse. Il est vrai qu'à la faveur du remaniement en début d'année, nous avons mis du temps pour repartir, mais nous avons commencé il y a quelques semaines de cela. Nous devions avoir Conseil des ministres donc mercredi. En l'absence du chef de l'État, le Conseil des ministres a été ramené vendredi. Et nous avons donc, avec l'approche de cette conférence et avec la situation nationale, il doit avoir le point de presse après le Conseil. On n'a pas voulu le faire samedi, on l'a mis aujourd'hui, donc mardi. Donc je pense que je réponds à la question. Une question a également été posée, je pense, c'est la question des sanctions. Je pense que comme Mme Rosine Sori Koulibaly l'a dit, on n'est pas dans la guerre des sanctions. Et je l'ai répété plusieurs fois, il y a des textes qui régissent cette question-là. Tout travailleur sait que lorsqu'il va en grève, il y a un certain nombre d'actes qui sont posés par sa hiérarchie administrative, parce que d'ailleurs, c'est prévu, les syndicats le savent. Nous avons également un avis du Conseil d'État qui s'applique à nous sur un certain nombre d'éléments. Donc, par rapport à ces éléments-là, les procédures administratives sont en cours et les personnes qui doivent être sanctionnées seront sanctionnées. Ce n'est pas une bagarre, mais j'estime que ça fait partie du fonctionnement normal des choses et que nous construisons un État démocratique. Et dans cette démocratie-là, dans cet État de droit-là, il y a des règles à appliquer. Quand on va en grève, forcément, les jours où on n'a pas travaillé, on n'est pas payé parce que le droit de grève est reconnu comme tel. Lorsque vous êtes dans une situation où vous faites un sitting, où vous refusez de recevoir des réquisitions, vous allez contre la loi. En ce moment-là, il y a des procédures administratives qui sont engagées à votre encontre et ces procédures suivent un parcours.
Je l'ai expliqué la dernière fois, il y a des demandes d'explication qui sont envoyées, les personnes répondent, elles se font assister par leur syndicat, et ensuite, l'administration en charge de la question, ministère de la Femme, ministère de l'Agriculture, ministère de la Santé, ministère de l'Économie, ministère de la Communication et de la Relation avec le Parlement, quelle que soit l'administration, elle prend ses décisions et elle applique. Voilà comment ça se passe. Il n'y a pas de crainte à avoir ou de chasse à faire, non. C'est une administration qui fonctionne en essayant de respecter les principes de droit et les règles qui régissent le fonctionnement de cette administration-là. Nous allons réduire le nombre d'intervenants à deux maximum, tout en espérant qu'il n'y aura pas beaucoup trop de questions parce qu'on est déjà suffisamment pris par le temps. Asmao Daourabi Omega. Je reprends ma question, s'adresse à la ministre de l'Économie et des Finances. Comment vous envisagez l'avenir à la tête de votre département quand on sait qu'il y a une crise de confiance et des voix qui s'élèvent pour demander votre départ? Et en plus, il y a un dispositif sécuritaire inhabituel au ministère. Maintenant, est-ce qu'il y a des risques, hormis les grèves et les sit-ins, est-ce qu'il y a des risques, des menaces ou des risques de débordement? Apollin Emengankam, Vox Africa. Pourquoi ne pas uniformiser le statut du fonctionnaire burkinabé? Qu'est-ce que le gouvernement fait pour que ça s'arrête définitivement? Et qu'est-ce que le ministre de la Communication fait pour informer le burkinabé lambda sur les bonnes intentions du gouvernement? Bernard Bouma, Waterfel. Ma question s'adresse au ministre de l'Économie et des Finances. Elle a dit qu'elle va nous sortir les chiffres du Togo. Je ne sais pas comment, mais ce n'est pas ressorti, alors que c'est une question qui est très importante. Sur la question du statut sécurisant, le ministre de la fonction publique a donné une réponse en ce qui concerne le statut de façon générale. Mais ce qui nous intéresse, c'est que nous voulons savoir ce statut sécurisant qui fait beaucoup de bruit, à quoi à l'intérieur, c'est quel point, quel sous-point qui intéresse, qui fait que effectivement il y a tout ce bruit là autour. Donc c'est ce détail-là que nous voulons savoir. Parce qu'il y a des non-dits dans cette affaire. Sur la plateforme, on ne voit pas de fonds communs. Est-ce qu'il est contenu dans ce point sécurisant? Nous voulons savoir. Pourquoi ne pas uniformiser le statut des fonctionnaires pour résoudre définitivement la question des revendications? Non, je crois qu'on observe tous que ce qui intéresse les agents publics, après les explications que j'ai données, ce ne sont pas tant les règles en termes de droits et d'obligations. Ce n'est pas ça qui les intéresse. Ce qui intéresse les agents publics, c'est la contrepartie financière. Voilà. Donc, c'est ça le vrai problème. Pour résoudre cette question, définitivement, c'est pourquoi le chef d'État a invité à une conférence pour retrouver, je dirais, un principe directeur du traitement des agents publics. Je crois qu'il y a des réflexions qui sont menées. Vous pourrez voir le document de base à la conférence. Il y a des pistes de réflexion. Si on arrive, par exemple, à trouver un principe directeur de traitement, à partir de ce moment, de toute façon, on a commencé. Les statuts particuliers, on pourra les donner chaque matin, mais ça n'aura pas d'effet sur les rémunérations. Et pour trouver un principe directeur sur les rémunérations, je crois que on pourra vous remettre le document de base qui synthétise les propositions des différents partis. Les propositions convergent sur le diplôme d'accès, sur le niveau de qualification et puis sur le type de mission qui est confié. Donc, si on arrive, par exemple, au niveau de la conférence, que ce principe est adopté, si tu es rentré avec le BPC, peu importe là où tu y seras, tu auras le même traitement indiciaire. Voilà. Peut-être ce qui va différer, ça va être au niveau indemnitaire, mais là aussi, il faut arriver à retrouver aussi une certaine homogénéité, puisqu'on sait qu'au niveau des indemnités, comme ça répond à un certain nombre de besoins. Donc, je pense que l'un des enjeux de la conférence, c'est vraiment de travailler. Et je crois que, de ce point de vue-là, il y a de bonnes perspectives. Voilà. Que les Burkinabés acceptent que chaque corps est spécifique. Mais ce n'est pas la spécificité de chacun des corps qui fait sa supériorité sur les autres. On est dans une cordée où chacun, je dirais, des maillons de la cordée est un élément aussi essentiel pour arriver à gravir des échelons. Sur le statut sécurisant, je crois que j'ai été théorique, mais j'ai répondu à la question. J'ai dit statut, droit, obligation, statut, avantage. Avantage
salaire, indemnité et avantages en nature. Donc, il suffit de, mon cher ami qui a posé la question, il suffit de voir les points de revendication et puis maintenant, pouvoir les situer, voilà, dans une de ces classifications que j'ai fait. Est-ce que ce qui est dit, ça se trouve en termes de droits et d'obligations, ou est-ce que ça se trouve dans la partie indiciaire ou indemnitaire, ou ça se retrouve dans les avantages en nature. Ce qui est sûr, tout ce qui concerne les salaires, les indemnités, les avantages en nature, c'est-à-dire primes, carburant, dotation en véhicule, etc., etc., toutes ces questions-là vont être traitées au niveau de la conférence. Pour ce qui concerne celle qui a posé la question de Omega, sur le dispositif sécuritaire, vous savez, hein, autant on a le droit de faire grève, autant les autres ont le droit de travailler. Donc le dispositif qui a été mis en place, c'est pour permettre à ceux-là qui veulent travailler d'y aller. Maintenant, par rapport à mon avenir, c'est très simple. Deux choses. Comme vous, j'ai un passé et j'aurai aussi un avenir. D'accord? J'espère que vous avez aussi un passé, que vous aurez un avenir. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Deuxième chose, je reprends ce que le président J.J. Rawlings du Ghana avait dit et il l'a écrit. Vous pouvez le lire aussi. La vie après le palais. Pour dire aux différents chefs d'État qu'il y a une vie après le palais. Il est ancien chef d'État. Voilà. Donc, je crois que c'est très simple et très poli. La réponse que je vous ai donnée, comprenez ce que je veux dire à travers ça. Pour terminer cet entretien, on a notre confrère de Vox qui a posé la question sur la communication. Je voudrais dire simplement, quand vous faites un peu un retour en arrière, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas un gouvernement qui a autant concédé aux syndicats que celui auquel nous avons la chance de faire partie durant ces 2 dernières années. Il y a des engagements qui étaient pris avant, qui ont été mis en œuvre durant ces 2 ans. Il y en a d'autres que nous avons pris nous-mêmes, que nous travaillons à mettre en œuvre. Donc la question justement qui est posée de la multiplication et de la multiplicité des mouvements, notamment des grèves au shooting, c'est une question qui interpelle tout le monde. Le communiqué que j'ai eu l'honneur de signer il y a quelques semaines par rapport à la grève, on disait simplement, il faut à un moment donné se poser la question, est-ce que nos avantages individuels doivent remettre en cause la question de l'équilibre national et du développement de notre pays? On doit pouvoir trouver des réponses à toutes ces questions-là et chacun de nous doit y participer. Pour ce qui est de la communication, je pense qu'elle n'est jamais parfaite. Nous y travaillons et je pense qu'à la faveur donc, de la mi-mandat de son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, vous aurez donc à la fois un bilan qui sera fait par les différents acteurs et vous aurez donc l'opportunité de pouvoir toucher les éléments. Mais il est clair que lorsque dans un pays, nous avons un climat social aussi tendu que celui qu'on connaît depuis 2 ans, lorsqu'il vient s'ajouter également la question sécuritaire qui nous touche tous à nos frontières et dans nos villes, certaines réalisations n'ont plus d'importance pour les populations parce qu'elles ont le sentiment qu'il y a la question sécuritaire à régler, il y a tellement de revendications que nos ouvrages mis en œuvre chaque jour à la force des travailleurs des différents ministères, de l'aide de nos partenaires et de l'aide des Burkinabés, parce que n'oubliez pas que le PNDS, c'est plus de 60% de ressources nationales d'abord. Et donc, toute cette aide-là, tout cet effort-là n'est plus perçu parce que nous avons 2 champs de focalisation, la question sécuritaire et la question du conflit social. Donc, nous espérons justement qu'à la faveur de cette conférence qui va se tenir, nous aurons quand même l'éclaircie qui permettra d'avancer et de mettre en œuvre ce qui reste à être fait, parce que beaucoup a été fait, mais beaucoup encore reste à faire à ce niveau-là.